Tout a commencé à l'époque où je présentais une émission sur l'histoire des jeux appelée Archéoludique. Lors de cette émission, un convecteur temporel déréglé me fit passer de 1954 à un autre espace-temps. Heureusement, je suis recherché par le doc, mon ami, qui me suit depuis le début. Malheureusement, le doc est dans le présent et je n'ai aucun moyen de communiquer avec lui. Bref, je me promène à travers le temps, passant de l'histoire d'un jeu à un autre, en essayant de connaître leurs origines passées. Et j'espère à chaque fois que mon prochain saut dans le temps me ramènera chez moi et me permettra de retrouver les miens. Oh fichtre. Bonjour et bienvenue dans ce second épisode d'Archéoludique. Saviez-vous que les jeux dépendaient d'une classification et qu'elle ne date pas d'hier? C'est le sujet que nous allons traiter ensemble aujourd'hui au cours de cet épisode. Elle a été créée par un dénommé Roger Caillois en 1958 dans un ouvrage appelé « Les jeux et les hommes ». Tout de suite, explication. Roger Caillois est né en 1913 à Reims. Après des études classiques, il est reçu à l'école normale supérieure et passe une agrégation de grammaire. En 1938, il fonde avec Georges Bataille et Michel Leiris le Collège de sociologie destiné à étudier les manifestations du sacré dans la vie sociale. De 1940 à 1945, il séjourne en Amérique du Sud où il crée l'Institut français de Buenos Aires et lance une revue, Les Lettres françaises. De retour en France, il crée chez Gallimard la collection La Croix du Sud, qui publiera de grands auteurs latino-américains comme Borges, Neruda ou Asturias. En 1948, il assume la direction de la division des lettres, puis du développement culturel à l'UNESCO, et fonde dans le cadre de celle-ci la revue des sciences humaines Diogène. Il est élu à l'Académie française en 1971, au fauteuil de Jérôme Carcopino. En 1978, peu de temps avant sa mort, il reçoit successivement le Grand Prix national des lettres, le prix Marcel Proust pour son ouvrage Le fleuve d'Alphée et le prix européen de l'essai. Cette triple consécration y honorait une œuvre déjà fort abondante, et essentiellement composée d'essais, dont les plus célèbres sont Le mythe et l'homme et le sacré, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, Les jeux et les hommes. Alors, avant d'aller plus loin, et pour que les choses soient bien claires, j'aimerais vous donner la définition du mot jeu. Le mot jeu vient du latin iocus, qui signifie plaisanterie ou badinage, et qui a donné en français le mot jouer. Un jeu est une activité physique ou mentale qui n'a pour seul et unique but que de vous divertir. Et on considère par extension qu'elle reste une activité improductive et réglée. Tout va bien, l'ami? Oh non, je l'ai perdu. T'as perdu quoi, l'ancien? C'est affreux. Affreux? Il m'arrive une chose affreuse. Merde, quoi? Il est parti, juste devant moi. Paf! D'un seul coup, il est parti. Je sais pas où il est. Je sais pas ce qui s'est passé. Paf! D'un seul coup, il est parti. C'est peut-être un paradoxe. Ça vient peut-être de la météo. Paf! Il est parti. Oh, c'est juste une expérience. Voyager dans le temps, les années 50. Paf! Il est parti. Ses parents s'embrassent, récupérer 2-3 babioles, un almanach, le Graal. Paf! Il est parti. Je suis foutu. Il est parti. Paf! D'un seul coup. C'est à peine croyable. Il était juste devant moi et paf, d'un seul coup, il est parti. Dans un grand halo bleu, paf, d'un seul coup, il a tapé sur le convecteur et paf, il est parti. D'un seul... Il a tapé sur le convecteur. La multitude et la variété infinie de jeux fait d'abord désespérer de trouver un principe de classement pour pouvoir tous les faire rentrer dans un petit nombre de catégories. Les jeux montrent tant d'aspects différents que plusieurs points de vue sont possibles. D'ailleurs, le vocabulaire courant nous montre à quel point notre esprit est incertain et hésitant, tant nous proposons de classifications concurrentes. Opposer les jeux d'adresse aux jeux de cartes n'a aucun sens, c'est comme opposer les jeux de société aux jeux de stade. Et ce qui complique le tout, c'est qu'un jeu peut se jouer seul ou à plusieurs, peut demander plusieurs qualités ou n'en nécessiter aucune. Caillois nous propose donc de diviser le jeu en 4 rubriques. La compétition, qu'il baptisera Agone, pour des jeux comme le foot ou les échecs. Le hasard, qu'il appellera Aléa, pour des jeux comme la roulette ou la loterie. Le simulacre, qu'il appellera Mimicry, pour le théâtre ou les jeux de rôle. Et le vertige, qu'il appellera Ilinx, sorte de jeu où on joue à provoquer en soi un mouvement de rotation rapide ou de chute. Pourtant, et toujours selon lui, ces désignations ne recouvrent pas encore l'univers entier du jeu. Elles délimitent simplement des secteurs qui rassemblent des jeux de même espèce. Mais à l'intérieur de ces secteurs, nous allons trouver une échelle, une sorte de progression de ce que l'on pourrait nommer l'amusement. À une de ses extrémités, le PIDA, défini comme le principe commun de divertissement à une certaine fantaisie incontrôlée. Et à l'autre extrémité, le ludus, défini comme le jeu parfaitement réglé, se pliant à des conventions arbitraires.
Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec nos 4 catégories. Il y a tout d'abord l'agone, qui signifie en grec compétition. C'est-à-dire un peu comme un combat où l'égalité des chances serait créée artificiellement pour que chaque participant puisse s'affronter dans des conditions idéales. Et évidemment susceptible de pouvoir donner de manière incontestable le triomphe au vainqueur. Il s'agit donc à chaque fois d'une rivalité dans une certaine qualité. La mémoire, la vigueur, l'endurance, j'en passe. Dans des limites définies et sans aucun secours extérieur, de telle façon à ce que le gagnant apparaisse comme le meilleur de sa catégorie d'exploit. Dans la même catégorie apparaissent les jeux où les adversaires disposent au départ d'éléments de même valeur et de même nombre, comme le jeu de dames, les échecs ou le billard. La recherche de l'égalité des chances au départ et l'incertitude du résultat est le principe essentiel de la rivalité. Le ressort du jeu est pour chaque concurrent le désir de voir reconnu son excellence dans un domaine donné. C'est pourquoi la pratique de l'agone suppose une attention soutenue, un entraînement approprié et la volonté de vaincre. L'agone se présente comme la forme pure du mérite personnel et sert à le manifester. Non mais qu'est-ce que vous faites là? Vous dégagez, il y a cette vidéo qui parle de vous! Okidoki, ho ho. L'aléa, c'est le nom latin du jeu de dés. Il est emprunté ici pour désigner tout jeu fondé à l'exact opposé de l'agone, sur une décision qui ne dépend pas du joueur et sur laquelle il n'aurait pas la moindre prise. Le hasard est le seul artisan de la victoire. L'aléa marque et révèle les faveurs du destin. Le joueur y est entièrement passif. Il ne déploie pas ses qualités ou ses ressources ou même l'adresse de ses muscles ou son intelligence. Il ne fait qu'attendre, dans l'espoir et le tremblement, l'arrêt du sort. Il peut même risquer un enjeu. Non mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous partez! Puis vous laissez votre numéro de téléphone à l'entrée. Le joueur est récompensé proportionnellement au risque avec une rigoureuse exactitude. Toute application mise en place à égaliser les chances des concurrents est ici employée à équilibrer le risque et le profit. Donc à l'inverse de l'agone, l'aléa nie le travail, la patience et l'habileté et élimine la régularité et l'entraînement. Il apporte au joueur heureux infiniment plus que ne saurait lui procurer une vie de labeur, de discipline et de fatigue. L'agone et l'aléa traduisent des attitudes opposées, mais ils obéissent tous deux à une même loi, la création artificielle entre les joueurs des conditions d'égalité. Mimicry. Tout jeu suppose l'acceptation temporaire d'une illusion. Entendez par là la mise en place d'un univers clos ou fictif. Le jeu peut consister non pas à déployer une activité ou à subir le hasard d'un milieu imaginaire, mais bien à devenir soi-même un personnage illusoire et à se conduire en conséquence. On se trouve alors en face d'une série variée de manifestations qui ont pour caractère commun de reposer sur le fait que le sujet joue à croire, à se faire croire ou à faire croire aux autres qu'il est un autre que lui-même. Dans ce cas, il oublie, il déguise, dépouille passagèrement sa personnalité pour en feindre une autre. Cette catégorie est appelée mimicry, qui nomme en anglais le mimétisme, afin de souligner la nature fondamentale et élémentaire de l'impulsion qui les suscite. Chez l'enfant d'ailleurs, il s'agit d'abord d'imiter l'adulte, d'où le succès des panoplies et des jouets miniatures qui reproduisent les outils, les engins et les machines dont se servent les grandes personnes. Mais les conduites de mimicry débordent largement de l'enfance dans la vie adulte. Elles couvrent également tout divertissement auquel on se livre masqué ou travesti, et qui consiste dans le fait même que le joueur est masqué ou travesti. Il est clair que la représentation entre de droit dans cette catégorie. Le plaisir est d'être un autre ou de se faire passer pour un autre. Mais comme il s'agit d'un jeu, il n'est pas essentiellement question de tromper le spectateur. Activité, imagination, interprétation, la mimicry ne saurait guère avoir de rapport avec l'aléa, qui impose au joueur l'immobilité et le frisson de l'attente. Mais il n'est pas exclu de se composer avec l'agone. La mimicry présente toutes les caractéristiques du jeu. Liberté, convention, suspension du réel, espace et temps délimité. Toutefois, la soumission continue à des règles précises n'est pas toujours constatée. On l'a vu, la dissimulation de la réalité ou la simulation d'une réalité seconde les remplace. La mimicry est une invention incessante. La règle du jeu est unique. Elle consiste pour l'acteur à fasciner le spectateur, en évitant que celui-ci ne croie plus à l'illusion. Elle consiste aussi pour le spectateur à se prêter à l'illusion sans refuser l'acceptation du décor, du masque, de l'artifice auquel on l'invite à croire pour un temps donné, comme un réel plus réel que le réel. Healings. Une dernière catégorie de jeux rassemble ceux qui reposent sur la poursuite du vertige. Elle consiste en une tentative à détruire la stabilité de la perception. Elle inflige à la conscience une sorte de panique. Dans tous les cas, elle permet d'accéder à une sorte de transe ou d'étourdissement qui permet en fait d'anéantir de manière brusque notre perception de la réalité. Le trouble que provoque le vertige n'est recherché que pour lui-même. Chaque enfant connaît bien, en tournant rapidement sur lui-même, cet état, où le corps a du mal à retrouver sa stabilité et sa perception. Et le toboggan, c'est un jeu? Oui, c'est un jeu. Crier à tue-tête, dévaler une pente, le toboggan, un manège pourvu qu'il tourne assez vite, crée des sensations similaires.
Plusieurs activités physiques variées les provoquent, comme la glissade, l'accélération du mouvement ou la vitesse. Bref, j'en passe. Et la valse, c'est un jeu? Oui, c'est un jeu. Pour couvrir les diverses variétés d'une telle activité, qui sera tantôt un désarroi psychique, tantôt un désarroi organique, nous allons utiliser le terme de healings, qui signifie en grec tourbillon d'eau, d'où dérive justement dans la même langue le mot vertige. Dans chaque catégorie, on notera un degré de mesure sur une échelle. Païda, qui est la manifestation spontanée de l'esprit du jeu, marquée par l'impulsivité et l'improvisation. Un peu comme si le jeu n'était que gaieté, distraction. Oui. Et à l'autre bout de l'échelle, ludus, qui est l'activité ludique réglée et acceptée par tous comme telle. D'accord. Marty! Oh Doc, vous m'avez retrouvé! Mais à qui parlez-vous? Eh ben, au Doc, vous ne le voyez pas? Non. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Archéoludique. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur la page du Conservatoire du Jeu, via Facebook, Instagram, Twitter et Google+. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à venir nous soutenir sur Tipeee. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout, soyez ludiques! Alors moi, j'ai trouvé la boîte de Pandore, Excalibur et des fragments de météorites. Et vous, vous avez trouvé quoi comme relique? Bah, le Yams. Ah, le Yams, ça date de quand ça? 54. Avant ou après Jésus-Christ? Après.